Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Pour ce premier épisode, j'avais envie d'inviter un des hommes qui m'a inspiré ces derniers mois. Avec son livre « J'ose être l'homme que je suis », il m'a aidé à toujours mieux me comprendre en tant qu'homme. Il m'a aussi donné des pistes de réflexion et d'expérience pour la suite. Patrick Ferrer est l'un des pionniers dans l'accompagnement pour les hommes depuis une 20aine d'années, et il accompagne par ses cercles de parole ainsi que ses stages « Tu seras un homme, mon frère ». Avec Patrick, on échange sur son livre, sur l'homme, sur le masculin mais aussi le féminin, sur ses cercles de parole, ou encore sur sa sensibilité et sa vision de vie. Le tout accompagné de son accent chantant et chaleureux. Bonne écoute! Bonjour Patrick. Bonjour Loïc. À la façon un peu des cercles d'hommes, j'aurais envie de te demander ta météo intérieure. Comment tu te sens? Là, je suis à la fois ravi, en même temps émerveillé et ému et en gratitude. Merci, ça vibre aussi et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode d'Homme à Homme. On est là notamment pour parler de ton livre et j'avais envie de savoir pour commencer quelle est la genèse de ce livre, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et quelle était ton intention à travers ce livre? La genèse de ce livre, c'est je l'ai reparcouru ce matin pour un peu et en reparcourant, je dis ouais, j'ai écrit ça. J'étais étonné moi-même de lire des trucs. Je dis mais oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, mon ami Lilou Massé qui a fait la préface de mon livre, en fait, que je connais depuis de nombreuses années. Il y a en 2018, elle est venue à Toulouse et on devait déjeuner ensemble et puis on déjeune et puis elle me dit on parle de nos activités respectives, où je lui parle de mon stage homme, je lui parle de mes cercles d'hommes et de mes activités. Elle me dit Patrick, toi, il faut que tu écrives un livre. Elle me fait comme ça. Elle me dit, on va faire un Facebook Live sur mon stand là du salon et on va lancer que tu vas écrire un livre. C'est parti comme ça. Et en fait, on a fait un Facebook Live. Elle m'a interviewé en faisant un Facebook Live sur le salon et notamment parce que c'était au moment où je lançais un appel pour la création de mon cercle d'hommes sur Toulouse pour lancer un appel si ça intéressait des hommes et notamment elle a dit aussi il faut qu'il écrive un livre, donc appel à toute personne auteur ou qui aide à l'écriture, voilà. Et ça a été comme un appel à l'univers, quoi, lancé à l'univers. Et ok. Moi, mon cercle d'hommes, il a bien démarré assez rapidement. Et en fait, en 2020, j'ai une dame qui m'appelle un jour comme ça par téléphone. Elle me dit, ben voilà, je suis apporteuse d'affaires. Je viens de voir votre vidéo avec Lilou. J'ai vu et le Facebook Live et le Facebook Live et une autre vidéo où elle m'avait interviewé lors d'un festival à l'île de la Réunion où on avait parlé de ça. Et elle me dit, voilà, je suis intéressé et j'ai des éditions qui sont intéressées par rapport à un livre sur le masculin sacré. Est-ce que ça vous intéresse? Je crois que j'ai répondu oui de suite. Là, et donc, elle m'a mis en contact très vite. Elle m'a demandé de lui faire un petit laïus.
je crois, de lui écrire quelques pages, de 5-6 pages de ce que ça m'invoquait. Et puis j'ai envoyé ça, elle m'a mis en contact avec la directrice d'édition, là, il s'avérait que c'était les éditions Le Duc. Et en fait, c'est allé très vite. Elle m'a contacté en, je pense, ça devait être en mai, mars ou avril 2020. Et j'ai eu de suite, juste avant l'été, j'ai signé le contrat parce que ça allait très vite. Et après, voilà, c'était, c'est ce qui a été enclenché, quoi. Et pour moi, mon intention, c'était l'intention du livre, c'est d'amener à, j'allais dire, à éclaircir ou de mettre en mots, de poser, d'éclairer, et cette parole que les hommes ont besoin de oser parler, de oser se livrer, de oser ouvrir leur cœur, ou de oser ressentir leurs émotions. Ouais. Et le sous-titre de ton livre, c'est S'accomplir dans la puissance du masculin sacré. Oui. C'est quoi le masculin sacré? Yo. Direct. Ouais, direct. Et j'ai envie de lire tout simplement 2-3 phrases ouais. Le masculin sacré n'est ni une religion, ni une catégorie d'hommes, ni une mode. Ce n'est pas non plus un genre, ni une nouvelle croyance, et encore moins une secte. Le masculin sacré est, à mon humble avis, une voie initiatique, un état d'être, un choix de vie pour l'homme nouveau qui s'inscrit dans une nouvelle vision, celle de s'incarner en tant qu'homme sur terre, afin de la servir et ainsi de vivre son masculin sacré au quotidien dans l'amour, la lumière et la sagesse de son cœur. Super. En fait, le fait d'avoir ce matin, moi, d'avoir un peu parcouru mon livre comme ça et d'avoir réactivé des réflexions ou des choses dans lesquelles je me pose moi, parce que ton livre, pour rappel, ton livre il est sorti il y a 1 an, donc j'imagine que depuis il y a eu des choses, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une évolution, hein, c'est normal, oui, hein. Tout à fait. Normal, hein. Mais le masculin sacré, en fait, normal, pour moi, c'est un état d'être. Mais cependant, mon état d'être dans mon quotidien, moi, je l'appelle pas masculin sacré. Je l'appelle conscience, je l'appelle congruence, je l'appelle intuition. Je l'appelle congruence dans le sens je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Tout à fait. Alignement. C'est vraiment alignement, présence, et c'est à ce niveau-là j'allais dire ce grand mot masculin sacré et c'est utilisé pour faire comme un appel, mais cependant, normalement notre état d'être naturel, c'est ça serait et normalement ça serait d'être incarné dans ce masculin sacré, sans que ce soit nommément dit chaque fois masculin sacré. Ça devrait être notre état naturel, avec mais être dans un état naturel. Qu'est-ce que c'est? Je sens bien que, de toute façon, là, j'allais dire, les récents événements depuis 3 ans nous confirment
et puis cette évolution qui a dans la société, dans le monde, et ce qu'on appelle le monde nouveau. En tout cas, moi, je mets ce terme-là sur le monde nouveau, parce que il y a bien un changement d'auto-vibratoire, il y a bien un changement d'état d'être et de conscience. Et bien, c'est vraiment d'aller vers là. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être conscient de l'intention que j'ai chaque fois que je vais ouvrir la bouche, que je vais parler avec quiconque, hein, que ce soit dans le cercle de la famille ou familial ou du travail ou quand je vais acheter mon pain. Hein. Et c'est vraiment un état, parce que d'être dans le sens où ça implique ma parole, et ça implique mon intuition, mon intention, et j'allais dire ma sagesse dans ma parole et ma communication, que ce soit une communication fluide, bienveillante, respectueuse. C'est sûr que waouh. Mais en même temps, je me dis, avec l'évolution de la Terre, cet état d'être va être de plus en plus aisé et j'allais dire simple. En tout cas, ceux qui naissent actuellement, et puis même la génération celle après moi, je vois bien que il y a une facilité plus simple pour être présent sur Terre, tout à fait. C'est sûr qu'on va avoir des générations plus éveillées, on va dire. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, peut-être pour des personnes qui n'ont pas ces notions un peu de quand nous, il y a deux aspects, deux facettes, qu'on appelle yin-yang, qu'on appelle masculin-féminin. Qu'est-ce que c'est ces polarités aussi, on parle de polarité. Loïc, si tu permets, je voudrais juste citer aussi, pour moi, il est dit juste le mot sacré. Pour moi, le mot sacré, c'est qui est digne d'un respect absolu. Et que ce soit le masculin ou le féminin, ou quoi que ce soit, ce que j'appelle la vie avec un L majuscule pour la et un V majuscule pour vie. La vie dans son entièreté. La vie, elle est sacrée, et donc elle est digne d'un respect absolu. Et j'allais dire, ça peut aller loin dans notre prise de conscience. À partir du moment où qui est digne d'un respect absolu, eh bien, ça nous aligne sacrément. Ça nous demande, ça fait appel à cet espace de cœur et de respect, j'allais dire puissamment humain et humainement puissant. Merci pour cette précision. Yin-yang, féminin, masculin. Ouais. C'est pour moi, c'est j'ai un petit sourire dans le sens où j'aime, ça m'émerveille et je découvre, j'allais dire, d'une façon quotidienne cette en moi et par rapport à la vie, ces dimensions-là, de toute façon. Masculin et féminin, que je sois homme ou femme, et puis de toute façon la vie est polarisée. On inspire, on expire, il y a le jour, il y a la nuit, tout est polarisé. Hein. Donc c'est normal que moi en tant qu'homme, j'ai bien une polarité physique masculine et j'ai ma polarité intérieure féminine. Donc pour une femme, c'est bien sa polarité physique, elle est bien féminine, et sa polarité intérieure, elle est bien masculine. Donc en fait, comment dire, la base, c'est
que moi, en tant qu'homme, je porte bien à la fois cette dimension masculine et féminine. Et quand je suis aligné, ce que j'appelle moi l'alignement, c'est le cœur, la conscience, le troisième œil et le hara. Hein, c'est vraiment ces trois axes, ces trois points là, ces trois chakras vraiment alignés. C'est ça l'alignement. Donc quand je suis aligné, je suis congruent entre moi et la vie. Et donc du coup, j'ai cette dimension masculin et féminin en moi, elle est unie, elle est mariée. Je suis un avec moi et un avec la vie, avec l'univers, avec qui que je sois en rapport, que ce soit avec ma compagne, mon compagnon, mes enfants, le voisin, la voisine, mes frères, sœurs, parents ou encore mon boulanger ou ma boulangère. Même quand je suis dans le métro ou dans le bus, hein. C'est comment que je suis, comment je me positionne, comment je suis, c'est quoi mon attitude. Est-ce que j'ai le nez fixé sur mon écran de mon smartphone ou au contraire, je suis juste en train de regarder les gens qui sont dans le bus ou dans le métro que je prends. Ça, c'est très très intéressant. Et est-ce que tu penses que ça peut faire peur à un homme qu'on lui dise qu'il a une femme à l'intérieur de lui, un côté féminin? Est-ce qu'on est obligé de genrer? C'est la question que je me posais, tu vois. Parce que si on reprend un peu côté masculin, féminin, c'est l'intuition, les émotions, la sensibilité, qu'on a déterminé ainsi. Donc le côté yin, le côté yang, qui est la capacité d'action, de trancher, d'avancer. Oui. Est-ce que ça a sens de les genrer? Et effectivement, est-ce que ça peut du coup ne pas faire peur de se dire j'ai une femme en moi? Oui, hein. Alors, en tant qu'homme. Et inversement. Tout à fait. Oui. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de toute façon. Mais je dirais que pour les femmes, c'est plus simple entre guillemets de dire qu'elles ont que leur polarité intérieure est masculine, parce qu'on dit bien d'une fille que quand elle a du peps et qu'elle a de l'énergie, on lui dit bien t'es un garçon manqué. Et ça, c'est complètement, c'est passé dans le langage courant. Un garçon manqué, c'est tout. Un garçon manqué, c'est une fille en fait, c'est ou une jeune femme. Hein. Donc c'est quelque part c'est plus simple. En tout cas, une femme va le comprendre plus simple. Ces deux parties-là, ces dimensions en elle. Pour un homme, moi je vois ce que je fais souvent dans mon stage homme ou dans mes cercles de parole ou quand j'interviens dans un festival ou une conférence, je vais pas obligatoirement le genrer pour reprendre un terme qui est à la mode en ce moment et que j'aime pas trop ces termes-là parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans des querelles de clochers et on repart dans des dogmes. Ok, je veux surtout pas rentrer là-dedans. Il y a vraiment plus je vais être en contact avec moi, plus je vais être dans une écoute profonde. En fait, je vais sentir en moi. Et parfois, c'est pas obligé de savoir c'est quelle partie de moi qui est en action ou qui parle ou qui agit. C'est vrai que quand je chemine dans cette conscientisation ou dans cette j'allais dire cette réflexion entre moi et la vie, dans cette progression, je vais arriver à un moment donné à ces outils ou à nommer ces parties-là. Parce que quoi qu'il en soit, ce que j'entends dire dernièrement, là, j'avais un homme que je recevais en séance là, thérapeutique holistique, et il me disait oui, moi mon côté féminin il est trop développé par rapport à mon côté homme.
Et en fait, c'est pas une question que l'un ou l'autre soit trop développé. C'est plutôt que l'un ou l'autre n'est pas assez reconnu, en fait. Ok. Et dans le sens où c'est énorme déjà quand il y a un homme qui dit oui, moi ouais mon côté féminin il est trop il s'exprime trop. Déjà Et de le j'ai reconnaître, besoin ouais. de durcir un peu par rapport à. Mais en fait, c'est pas le propos du masculin, c'est pas qu'il soit dur, au contraire. Le propos du masculin, c'est qu'il aille plus dans la douceur Dans entre la lui et douceur, lui. ouais. Et moi, je vois bien quand j'arrive à amener aux hommes qu'ils sentent ces parties-là en eux, sans obligatoire passer par masculin-féminin, intérieur, eh bien, ils vont poser des mots tels que ah c'est ça une émotion, ah c'est ça une intuition, ah c'est ça quand je frissonne ça veut dire ça, ah c'est ça d'écouter mon corps, ah c'est ça de la façon dont j'écoute l'autre. Et après, ça peut aider de dire, eh bien, en fait, ça correspond à ces différents schémas ou ces différentes dimensions. Je voudrais rajouter pour un petit peu, j'allais dire, un petit peu piquer au vif. Dis-nous. Et j'allais dire un peu malicieusement, mais avec amour en tout cas. C'est important. Parce que on parle bien pour quand je suis adulte, et donc j'ai bien en tant que j'ai ma polarité physique homme et ma polarité féminine intérieure. Donc en tant que à mon âge, je vais mettre ces deux polarités au même âge a priori. Quand je suis en contact avec mon enfant intérieur, en tant qu'homme, de facto, c'est obligatoirement un petit garçon. A priori. Et il y a bien aussi une petite fille. Et dernièrement, là, à cet homme, je lui parlais de ça et j'ai amené cette dimension-là, et ça l'a ému, vraiment, ça l'a ému très profondément d'avoir entendu et d'avoir touché qu'en fait, il l'a reconnu instantanément, sa petite fille, et c'est comme si il savait, mais comme si à ce moment-là, il avait une autorisation de la vie pour dire, eh oui, elle a le droit de vie et elle a le droit d'exister et de s'exprimer. Et pour nous les hommes, c'est une dimension de reconnaissance très très importante. Et c'est sûr que quand j'ai suffisamment cheminé, dans le sens cheminé, c'est quand j'ai fait ou plusieurs stages de développement personnel ou plusieurs années de thérapie ou utiliser quel que soit l'outil thérapeutique pour de mise en conscience et de guérison sur moi, je peux arriver à dire, moi, parler de mon féminin intérieur. Par exemple, moi, je vais dire mon féminin intérieur. Et je vais plus ou moins ou la visualiser ou la représenter en moi, de ce fait, par une dimension de femme. Mais c'est pas, je fais attention, là, je suis prudent dans le sens, moi, tant qu'homme, je porte cette polarité intérieure, féminine. Si j'ai vraiment bien cheminé en moi et que j'ai bien tout assez compris, je peux aller jusqu'à dire de ma femme intérieure. Mais quand même, je reste très prudent là-dedans.
parce que ça demande tout de même des couches et des couches de compréhension intérieure très très profondes et parce que il y a une vulnérabilité là avec tous les tabous sociétaux, l'héritage judéo-chrétien pour les hommes, hein, parce que de parler de polarité intérieure pour un homme, il y a tout le tabou de l'homosexualité, de la pédérastie, il y a tout ça là qui vient faire barrière ou tabou ou comme des interdits. Et c'est sûr que waouh, c'est vraiment là, faut faire attention. C'est très vulnérable et on marche sur des œufs là par rapport à ça. C'est pour ça que moi je trouve en général quand j'en parle, je vais en parler en utilisant des mots et c'est après que je donne la correspondance au niveau des polarités. Okay. Pour j'allais dire pour amener ça avec bienveillance et j'allais dire limiter de heurter. Parfois il y a des résistances ou des tabous qui peuvent être très profonds, importants. Très profonds, hein. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu parlais justement de tes accompagnements d'hommes, donc tu accompagnes à des stages qui s'appellent Tu seras un homme mon frère et des cercles d'hommes. Ça fait à peu près 20 ans, je crois, que tu en organises. C'est quoi un cercle d'hommes en fait? Waouh, ça c'est génial. C'est génial dans le sens, tiens, je vais faire une petite aparté. Où ça, c'est pour j'allais dire pour éveiller et pour donner quelque chose aux auditeurs, dans le sens où moi je trouve ça génial parce que quand je vais animer mon cercle, je dis mon, hein, je mets entre guillemets, quand je vais animer en tout cas un cercle d'hommes, je sais que je suis à ma place et je sais que quand j'anime mon stage homme ou mon cercle d'hommes ou quand j'anime mes séances en eau chaude que j'appelle Delfitsu, moi quand j'ai fini, quand je rentre chez moi, je me dis à l'intérieur de moi, je me dis mais je fais le plus beau métier du monde. Et c'est une réflexion que j'ai là depuis quelques jours où je me pose cette question-là quand je suis en rapport, parce que j'ai un boulot alimentaire là en ce moment dans l'aide des services à la personne, et je me posais cette question en regardant mes responsables, et je me disais mais tiens, quand elle est à ce poste, est-ce qu'elle pense qu'elle fait le plus beau métier du monde? Et j'avais posé cette question-là à une amie proche, et elle m'avait dit mais moi, non, je peux pas dire ça. Et moi, ça m'avait extrêmement un peu choqué et interrogé. Normalement, on devrait exercer notre métier et se dire tiens, je fais le plus beau métier du monde. Donc c'est pour ça que je suis émerveillé et enthousiasme. C'est quoi un cercle d'hommes? Yo. Ça résonne ce que tu dis pour en organiser aussi, ça me parle. Ouais, tout à fait. Cercle d'hommes, bon, moi j'ai eu la chance par mon parcours j'allais dire ça, mon premier cercle d'hommes auquel j'ai participé, c'était en 95 et c'était des animateurs, parce que j'avais fait un cursus de formation de tantra, donc c'était des animateurs qui étaient dans ce cursus-là, qui avaient créé un cercle de parole d'hommes. Donc en fait j'étais j'allais dire, je les connaissais, donc j'étais en sécurité. Et ils avaient posé ça, ok, on va faire un cercle de parole d'hommes, et moi j'y suis allé parce que je les connaissais tout simplement. C'est là où j'ai découvert que c'était un cercle de parole d'hommes, et très vite en fait, la base de ce cercle de parole d'hommes, c'était
Le RHQ, c'est le réseau Homme Québec, en fait, de Guy Corneau. Hein. Faut savoir que Guy Corneau, feu Guy Corneau, il a créé le réseau Homme Québec au Canada, et il a mis en place ces cercles de parole d'hommes. Au départ, c'était pour des hommes qu'il avait lui, parce que c'est un psychanalyste, notamment. J'ai eu la chance de connaître, c'était un ami, Guy Corneau, et 15 jours avant qu'il meure, on buvait un petit cognac ensemble. On avait des projets. Ouais. Ça m'émeut en fait de partager ça, mais ça a été pour moi une très belle rencontre, vraiment très 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 profonde. En fait, très vite, moi, en tant que participant, j'ai vu les limites par rapport à la base du réseau Homme Québec, avec ce qui a été mis en place par rapport au protocole. Et en fait, moi, très vite, j'ai mis en place mon propre cercle d'hommes. Et mon intention, quand je crée un cercle d'hommes, c'est de réunir les hommes pour qu'ils puissent se retrouver d'abord entre hommes, de pouvoir parler, échanger, et surtout d'être authentique, et de pouvoir aborder, quel que soit le sujet abordé, d'être accueilli, surtout pas jugé, donc surtout accueilli dans l'amour, et pouvoir que sa parole soit sacrée, dans le sens, sa parole est digne de respect. Et pour moi, le cadre du cercle de parole d'hommes, c'est qu'il y ait toujours un référent. Donc en fait, moi, quand je crée un cercle d'hommes, de facto, c'est moi le référent. Et il y a une éthique. J'ai rédigé l'éthique avec le cadre, de comment fonctionne le cercle de parole d'hommes, et de l'engagement, du respect de l'engagement, du respect d'être présent. Du respect quand un homme parle, on le laisse parler, je l'interromps pas. Quand un homme parle, c'est si il demande une aide, je vais répondre. Mais si il pose qu'il a juste besoin de poser quelque chose, dans ce cas-là, je vais pas lui dire tu devrais faire ça, ou je te conseille de faire ça, ou non. Ça c'est vraiment où la parole est d'or pour chacun des hommes, et c'est vraiment le respect. Pour chacun des hommes. C'est très précieux ce genre que ce soit dans un cercle d'hommes d'ailleurs, un cercle de femmes ou un cercle mixte, quoi, de ce côté en fait où on va pouvoir déposer une parole sans retour, sans jugement, sans conseil, sans avis. Et c'est tellement rare en fait dans notre société en fait. Oui, totalement, hein, qui est vraiment cette dimension-là, hein, je peux parler d'un sujet intime, et je vais être accueilli dans ma parole. Et ça, c'est extrêmement précieux. Là, je sens bien que ça m'émeut profondément là, parce que c'est tellement indispensable, et totalement, j'allais dire, ça devrait être obligatoire que des hommes se retrouvent pour un cercle de parole. C'est sûr que les cercles de parole de femmes, ça existe, j'allais dire, c'est plus courant, et puis c'est plus simple pour les femmes, parce que elles ont quelque chose que nous on n'a pas, entre guillemets, même si pour moi c'est je me dis tiens, nous on pourrait explorer ça, mais elles, leur fait de la relation à leur lune, à leur cycle intérieur mensuel. Oui. Il y a cette écoute intérieure qu'elles ont, j'allais dire, naturellement, qui n'est pas brimée. En tout cas, je mets des guillemets, suivant les familles. En tout cas, a priori, il y a, même si
dans certaines familles, pour une femme, c'est pas simple d'en parler, qu'elle reçoive les enseignements de sa propre mère, mais en tout cas, cette écoute vient naturellement de par ce cycle intérieur. Et de ce fait, les femmes, très facilement, même une relation de travail, et ben il va y avoir cet échange et aussi de se confier. Alors que pour nous, les hommes, il faut d'abord beaucoup de temps ou un événement très spécifique pour que j'aille me confier déjà à mon voisin ou parfois à mes frères et sœurs ou même à mon propre ami. Il faut qu'il y ait un certain cheminement pour que je me confie à mon ami. Et parfois même à me confier à ma compagne, ou mon compagnon. Aussi, ouais, tout à fait, oui. C'est la personne qui m'accompagne dans ma vie. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vraiment il y a vraiment redonné cette place aux hommes que j'allais dire que c'est nécessaire ou que ça serait quasiment obligatoire pour qu'ils reprennent goût au partage et à se rendre compte que en fait quand je parle d'un sujet, quel que soit le sujet, et que je vais écouter l'autre homme de mon cercle qui va s'exprimer et me rendre compte, me dire mais en fait je suis pas tout seul, je suis pas isolé, je rencontre les mêmes difficultés ou je traverse les mêmes expériences, qu'elles soient légères ou moins légères. Mais vraiment ça c'est un apport d'une richesse incroyable. D'une puissance incroyable. Oui. Bien sûr. Ouais. Je partage énormément. Et comment tu amènerais un homme à participer ou à ce genre de cercle? Comment tu pourrais l'inspirer pour qu'il puisse éventuellement faire cette démarche? Dans ce côté, est-ce que ça peut être une première porte d'entrée dans un chemin de connaissance de soi? Ah oui, totalement. Ce qu'il arrive souvent, en fait, dans les... Parce que j'en ai créé plusieurs, moi, de cercles de parole d'hommes. En à peu près entre 96 et 2017, là, je vivais à Paris à ce moment-là. J'ai dû en créer 5, 6 ou 7, 8, je ne m'en souviens plus exactement. Donc j'ai eu matière j'ai toujours communiqué ou par mail, par mon fichier, ou sur mon site, ou par le bouche à oreille. En général, c'est ou les hommes qui me connaissaient, ou par relation. Un homme qui m'appelle pour me dire tiens, voilà, j'ai entendu, et à quoi ça va me servir de venir participer à un cercle de parole d'hommes. Quand c'est un homme qui me pose la question, je vais lui dire, même si par exemple il me dit ben moi j'ai pas fait de travail sur moi, ou ça me dit rien, tout ce qui est thérapie ou quoi que ce soit, mais par contre là je suis interpellé par venir intégrer un cercle de parole d'hommes. Pour moi, c'est vraiment un moyen déjà de se reconnaître et de rencontrer l'autre d'une autre façon dont nous avons été éduqués, je dirais, dans notre héritage judéo-chrétien et sociétal. C'est vraiment déjà rien que ça de oser se retrouver pendant 3 heures. En général, un cercle de parole d'homme dure 3 heures. Oser franchir toutes nos propres barrières intérieures pour se dire, parfois la première fois, c'est se rendre compte qu'en fait les 3 heures passent vite et je vais pas me faire agresser et je vais pas me retrouver avec que des homosexuels dans mon cercle de parole d'hommes. Parfois il y a vraiment, quand les hommes font cette propre démarche, il y a ces barrières là à lever, juste pour rassurer.
Ça arrive souvent, c'est souvent arrivé, moi, dans mes cercles de parole d'hommes, que en fait, les hommes viennent parce que c'est leur propre femme qui leur disait: «Eh oh, y a Patrick qui ouvre un cercle d'hommes, tu vas y aller». C'est effectivement souvent ce que j'entends aussi. Je vais t'envoyer mon homme. Ouais, je vais t'envoyer mon homme, ou tiens, je vais t'envoyer un copain là, j'ai un ami là, où ça lui ferait du bien. Et totalement, mais pour les femmes, c'est de ce fait de cette connaissance par leur propre cycle, et elles savent ô combien c'est riche et précieux cet échange. Non, je partage totalement. Et toi, quand j'ai envie de parler un peu de toi, comment toi tu as commencé finalement un travail sur toi, ou à te mettre en chemin, on pourrait dire? Est-ce que justement c'est ce premier cercle dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce que Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire déjà en 95, il s'est passé du temps avant. Moi, en fait, je suis toulousain, et jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, j'ai vécu à Toulouse, et puis j'ai rencontré une Parisienne. Donc je me suis retrouvé à Paris. Et cette première relation, j'allais dire, de couple, cette femme, elle était dans le milieu du développement personnel, et surtout dans son travail, tout ce qui était Gestalt, sémantique générale, thérapie. Elle utilisait tous ces outils-là pour dans le conseil qu'elle a mené dans le cadre de son travail. Et donc du coup, dans le cadre privé, elle baignait dans le milieu. Tous ses amis, c'était des gens qui étaient formés à la sémantique générale, à la Gestalt, à la thérapie, à la PNL. Donc moi, du jour au lendemain, j'ai découvert tous ces outils-là. Et puis un jour, il y a une amie qui me partage qu'elle vient de faire un stage de développement personnel, et qu'elle est allée rencontrer une partie d'elle, c'était une femme, donc elle avait rencontré sa petite fille intérieure, et la façon dont elle m'en a parlé, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Ça a été comme quelque chose qui m'a traversé, et c'était un ressenti, et c'était mon tout premier, ce qu'on appelle stage de développement personnel, et c'était le thème sur l'enfant intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été 10-15 ans auparavant, quand j'étais ado. Moi, j'ai subi par un homme, un abus par un homme. Tu en parles dans ton livre, dans l'intro. Ouais, que je partage. Et j'allais dire, je suis passé, il y a eu cette phase-là, et à partir du moment où j'ai mis le doigt dans les outils de Gestalt, de sémantique générale, de PNL et tout ça, il y a ces couches-là qui sont remontées. Et il y a des moments où j'avais une haine par rapport aux pédophiles. Je sais que j'ai traversé en moi ces espaces-là je sais ce que c'est de ressentir une haine par rapport à quelqu'un. Donc j'ai tout ça qui m'explosait à l'intérieur. Et il y a un moment donné, en tout cas pour moi, c'était évident que j'avais à apporter de la guérison et à apaiser ces espaces-là qui étaient en totale révolte, dans une colère noire, en révolte, et en totale à vouloir me battre contre la vie et contre la société, quoi. Et à un moment donné, le combat est vain, et
à un moment donné, il faut savoir poser un genou à terre et poser les armes, hein, et poser le bouclier et même la carapace. Hein. Et donc pour moi, ce tout premier stage d'un personnel sur l'enfant intérieur, ça a été la première fois où j'ai pu parler en groupe, en étant accompagné par des super thérapeutes qui avaient à ce stage-là, où j'ai pu mettre en mots et pu parler de cette agression, de cet abus que j'avais subi jeune ado. Et j'allais dire, c'est le début pour moi du commencement. Ça a été le début de la libération ou de la mise en route de venir apaiser des couches profondes à l'intérieur de moi. Je voulais juste rajouter, Loïc, j'ai eu aussi un père extrêmement violent physiquement. Oui, tu racontes. Et donc tout ça s'était mélangé, et puis il fallait bien à un moment donné que ça sorte et qu'on amène de la guérison et de l'apaisement. Ça a été vraiment j'allais dire le détonateur à ce niveau-là, parce qu'après c'était évident que le travail sur soi, pour moi en tout cas, c'était évident, tout ce qui est outils thérapeutiques, faire des stages de développement personnel, voilà, pour moi c'était quelque chose qui était normal pour venir s'inscrire dans un chemin de lumière et d'amour. À ce moment-là, je le nommais pas comme ça, ce chemin. C'est sûr. Un peu plus tard que je l'ai nommé. Mais je peux dire qu'en fait, ça a été c'est ce début de ce chemin-là que j'ai choisi profondément. Et merci pour ton témoignage, parce que moi, dans ce que tu nous partages là sur cet abus, sur ton père, j'entends une vulnérabilité. Oui. Et justement, c'est un mot assez important aujourd'hui, je pense. Vulnérabilité. De se montrer tel qu'on est, en fait, avec toutes ces parties, en fait. Comment, toi, tu es en relation avec cette vulnérabilité ? Pour moi, je suis en lien au quotidien entre moi et moi, de ma vulnérabilité. Dans le sens où je vais me balader, je vais me promener dans Toulouse. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a aussi plein de petites rues avec beaucoup de maisons, et donc avec des jardins et avec beaucoup de nature, donc des arbres et des. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, en fin de semaine dernière, je passe dans une rue qui est quoi, à 150 mètres de chez moi, et je me suis arrêté. Et il y avait un rosier avec des roses rouges. On était le 10 novembre. Un rosier avec des roses rouges. Et c'est dommage, enfin, j'étais émerveillé et ému presque aux larmes, dans le sens de rendre hommage à ce rosier, de m'arrêter pour rendre hommage à ces roses, à ce rosier. Et l'arbre qui était derrière était magnifique. Comme avec sa forme de feuilles spécifiques, là, le nom m'échappe là, mais il était magnifique parce qu'il commençait à prendre ses couleurs d'automne et devenir flamboyant or, et c'était vraiment magnifique. Mais pour moi, cette vulnérabilité et cet émerveillement s'inscrit pour moi au quotidien. Voilà, je suis en train de rentrer chez moi, j'ai pris une autre rue que je prends d'habitude, je découvre ça, ce rosier avec ses roses, et je m'arrête pendant au moins 30 secondes juste pour m'émerveiller, pour lui dire merci, pour lui dire combien c'est beau, et de me laisser sentir cette beauté me pénétrer et me traverser et me nourrir de cette beauté. Pour moi, c'est important, surtout après ces 2-3 années qu'on vient de vivre là, où pour moi, c'est au quotidien, c'est important que je me nourrisse, quelle que soit la forme de ce dont je vais me nourrir, mais je vais me nourrir de beau, parce que c'est important. C'est important de se réouvrir à ces dimensions-là. Ça peut être donc ces roses rouges, ça peut être un bel arbre, ça peut être un beau jardin, une belle maison,
Ça peut être tout simplement de croiser un bel homme ou une belle femme dans la rue, ou de voir une affiche, ou d'aller d'aller visiter un musée. Mais quel que soit ce qui me fait vibrer, c'est important que je l'entretienne quasiment au quotidien de cette vibration. C'est sûr, moi j'écoute j'écoute de la musique au quotidien. Il y a des moments de silence et il y a aussi des moments de musique. Mais quand la musique me plaît, je danse, je bouge. Et c'est important de l'inscrire, ça. Il y a tout un rapport au corps aussi dans cette, justement, dans je sais pas qu'on pourrait dire, j'aime pas trop le mot de déconstruction, mais en tout cas dans ce rapport que l'homme a retrouvé avec son corps, en fait. Oui, oui, totalement. Hein. Il y a vraiment. De toute façon, il suffit de regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Confinement, où donc on va interdire de bouger. Et de toute façon, là où c'est interdit, c'est là où c'est sacré, hein, où c'est le respect absolu. De bouger, de danser, de s'exprimer, d'échanger, de faire des câlins. Ouais. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est évident que c'est bien là. et la danse, c'est un moyen, j'allais dire simple. Tout le monde aime de la musique, quelle que soit sa forme de musique, hein, comme le classique, comme le rap, comme le métal, comme le hard rock, comme le pop, la pop. Et je peux tout à fait mettre une musique que j'aime et bouger mon corps. Que je sois chez moi, seul ou en famille, j'ai le droit de monter un peu le son et de bouger. C'est important que, ouais. Et de laisser ce sourire naturel s'inscrire sur mon visage, de laisser que mes bras, que mes jambes, que mon corps bouge. J'allais dire, c'est quasiment obligatoire pour avec le taux vibratoire qui est en train de changer sur la Terre et comment la Terre nous demande d'être en relation avec elle, d'être en bonne santé, et de danser fait partie de ça. Et puis ça aère beaucoup l'esprit, ça aère beaucoup le mental, hein, de bouger, d'aller marcher ou de danser et de se nourrir debout. De se reconnecter à son corps, d'habiter son corps, c'est important. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une période charnière, j'aurais envie de dire. Toi, comment tu vois les choses, étant donné que ça fait une vingtaine d'années que tu accompagnes les hommes? J'ai l'impression qu'il y a un renouveau, ou en tout cas il y a un nouvel élan qui se fait de ce côté-là, du fait notamment, effectivement, de tous les événements qu'on a vécus ces dernières années, et notamment les mouvements féministes. Quel regard toi tu portes avec cette expérience que tu as? Oui, pour moi, c'est je le vois bien par exemple, et dans mon cercle d'hommes là que j'anime à Toulouse, et ces dernières années dans mon stage homme, que l'ouverture des hommes qui viennent au stage homme, même s'il y a des hommes parfois qui n'ont pas fait, qui ont jamais fait de stage de développement personnel, ou qui en ont fait très peu, il y a un accès à cette ouverture qui est plus rapide que avant. L'évolution là que nous avons actuellement par ce taux vibratoire qui est en train de changer, l'ouverture est là, et parfois même si un homme ne s'était jamais posé la question, le fait d'amener par exemple tel ou tel sujet à sa conscience, eh bien l'accès, j'ai la sensation et j'ai l'impression que l'accès se fait plus vite que avant, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y a vraiment quelque chose qui s'est déployé et ouvert à ce niveau-là. J'ai effectivement ce même ressenti. Pour rencontrer dernièrement beaucoup d'hommes qui veulent accompagner les hommes, j'ai vraiment cette sensation d'un élan. Et qu'est-ce que tu dirais à un homme pour qu'il ose être l'homme qu'il est? Je dirais
déjà, ce n'est plus le moment de se juger. Il n'est plus temps de se juger. Il n'est plus temps de culpabiliser ou de regretter. Dans le sens, si je suis conscient de mes pensées et que je pense que je suis coupable de quelque chose ou je regrette d'avoir fait telle chose, il est indispensable que je m'aime à cet endroit-là. Et que je m'aime dans le sens du verbe aimer, hein, même dans le sens de m'aimer, du verbe aimer. Que je m'accueille inconditionnellement à cet endroit-là. Et à partir de là, je vais ouvrir des couches et des plans et des espaces en moi dont je soupçonnais pas ce précieux. Merci pour ces mots. On touche à la fin de cet entretien. Waouh, ça passe vite. Je suis ravi et j'aurais bien continué. On aurait pu continuer. Je trouve que les mots que tu as pu nous donner sont déjà très riches. Il y a déjà pas mal à intégrer. J'aurais envie de dire pour les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que tu as envie de terminer avec un mot, avec une pensée, avec une réflexion? Qu'est-ce qui te vient là, ici, comme ça, et maintenant? Ce qui me vient. Oui, j'aime bien. Tiens, c'est parce que j'ai découvert une chanson dernièrement là aussi qui parle de la même chose. C'est une citation de Victor Hugo qui m'émeut profondément. La citation: tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Et pour moi, ça s'adresse aussi bien entre moi et moi, quand ce fameux mariage intérieur entre mon masculin et ma polarité féminine, c'est vraiment ce mariage intérieur et donc c'est être un. Et en même temps, c'est comment mon rapport à l'autre. Ça peut être l'autre, mon amoureuse, mon amoureux, mon enfant, mon cercle familial, ma famille de sang ou ma famille de cœur, hein. Ou même la vie, hein. La nature, hein. L'arbre, la rose, le ciel, les étoiles. C'est vraiment. J'aime bien la lire. Je la lis souvent cette citation parce que pour moi elle est universelle. C'est l'universalité de la vie et c'est vraiment toucher cet espace en moi universel, inaltérable, inaliénable, et aussi me reconnaître un avec la vie tout entière. Super. Eh bien, écoute, sur ces mots, nous allons nous quitter. Merci encore, Patrick. Merci Loïc, merci beaucoup, merci. Merci à toi. Gratitude. Mais gratitude aussi pour moi aussi envers toi et merci aussi aux éditeurs et à bientôt. Voilà. À bientôt, oui, volontiers, de renouveler cette expérience, cet échange, ou de le continuer. À ton prochain livre. Et peut-être aussi pour un prochain livre. Ça marche. À bientôt, Patrick. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités,
n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.